Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo à propos du test de positionnement EvaLangue 3e qui a pour objectif de vous donner des outils qui vous permettront de faire progresser vos élèves dans les compétences évaluées par le test. Je suis Harry Boiniche, IAIPR d'anglais dans l'Académie de Toulouse et vous accompagnerai tout au long de cette vidéo. Avant de commencer, il semble opportun de comprendre l'esprit du test EvaLangue, afin de déterminer les modalités de travail à adopter pour faire progresser les élèves. Dans cette optique, il est tout d'abord important de définir les paramètres avec lesquels nous travaillons. EvaLangue est un test de positionnement qui permet de situer les élèves selon un niveau attendu en fin de cycle 4, en classe de 3e, nommément le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, même s'il est en réalité attendu que les élèves aient atteint le niveau B1 dans au moins 2 activités langagières. Le test présente une contextualisation faible, c'est-à-dire qu'il est impossible pour l'élève de s'appuyer sur un contexte élargi qui n'est pas fourni. Ainsi, EvaLangue opère une vérification pure de la compréhension. Soit l'élève comprend le support fourni, soit il ne le comprend pas, car il y a très peu, voire aucun, élément autre que la compréhension elle-même qui lui permettent de déduire la réponse correcte. EvaLangue évalue diverses compétences chez les élèves et il est bon de rappeler que c'est la réunion de 3 éléments qui constituent la notion de compétence. L'élève se base sur des connaissances, il fait montre d'une capacité à les mobiliser à bon escient et il le fait dans le but d'accomplir une tâche complexe ou intégrative. La définition de la compétence dans le socle commun mentionne bien ces 3 points de passage obligés. L'élève doit être capable de mobiliser ses acquis dans des tâches et des situations complexes. La première des compétences évaluées par EvaLangue est celle de réception de l'oral. Le CECRL spécifie qu'un niveau A2 dans cette compétence équivaut à pouvoir comprendre des expressions et des mots relatifs à des domaines de priorité immédiate, par exemple des informations personnelles et familiales de base, des achats, la géographie locale, l'emploi, mais ce à condition que l'élocution soit claire, bien articulée et lente. EvaLangue fait également un bilan des compétences des élèves en compréhension de l'écrit qui, pour un niveau A2, équivalent à pouvoir comprendre des textes courts et simples contenant un vocabulaire extrêmement fréquent, y compris un vocabulaire internationalement partagé. Enfin, EvaLangue évalue les connaissances linguistiques des élèves dans des items relatifs à la grammaire et au lexique, pour lesquels le CECRL spécifie également des attendus au niveau A2. Pour le lexique, l'élève doit posséder un vocabulaire suffisant pour mener des transactions quotidiennes courantes dans des situations et sur des sujets familiers. Pour la maîtrise grammaticale, l'élève doit pouvoir utiliser des structures simples correctement, mais commet encore systématiquement des erreurs élémentaires, comme par exemple la confusion des temps et l'oubli de l'accord. Cependant, le sens général reste clair. Puisque nous parlons d'entraînement au test, la question d'un éventuel bachotage à celui-ci se pose immanquablement. Voici un item EvaLangue que j'ai, pour les besoins de la démonstration, traduit en suédois à l'aide d'un traducteur automatique. Je pense que vous ne maîtrisez pas cette langue, ça tombe bien, moi non plus. Il est ainsi plus aisé, en situation d'incompréhension presque totale, de se rendre compte qu'une simple exposition répétée à des questions du type de celles posées dans EvaLangue n'est pas à même d'entraîner et donc d'améliorer les compétences des élèves au test. Il est en revanche absolument crucial de familiariser les élèves au format du test, type de questions proposées, bouton Submit à cliquer pour valider la réponse, etc. Ce qui sera possible grâce à la présentation interactive extrêmement bien faite disponible sur Eduscol que vous pourrez télécharger en flashant le QR code affiché à l'écran ou en cliquant sur le lien disponible dans la description de la vidéo. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et concentrons-nous sur une première compétence que nous travaillons avec les élèves, c'est-à-dire la réception de l'écrit. Notre travail, afin de faire progresser les élèves dans cette compétence, consistera à les rendre autonomes par l'utilisation de repérages dans les textes proposés. Observons tout d'abord quelques exemples d'items EvaLangue tirés de la présentation interactive mentionnée il y a quelques instants. Dans le premier exemple, un texte court est donné. Hi Haley, Rome and Milan are great. I love these places. I enjoy sitting in cafes and speak in Italian. I'll come home next week. Love, Ryan. La question est la suivante. What is Ryan writing about?
et 4 réponses sont proposées: his friend, his city, his travels ou bien his classes. Il est intéressant de remarquer que les items sont calibrés pour que les élèves ne retrouvent nulle part dans le document proposé l'une des réponses possibles. Il leur faut donc effectivement comprendre le document pour choisir une réponse. Dans le deuxième exemple mis à disposition dans la présentation, le texte, accompagné d'un titre et d'une photo permettant de contextualiser très sommairement, est le suivant. I am a big New York fan. My mom and dad live here, so I come once or twice a year. I enjoy the cool weather, the parks and the variety of restaurants. I would love to live here. La question est « Why is this woman in New York ?» et les réponses proposées ne reprennent encore une fois aucun mot présent dans le document. To work as a tour guide, to visit family members, to look for an apartment et to shop with her friends. Dans le troisième exemple, qui est manifestement d'un niveau plus élevé que A2, le texte un peu plus long et complexe est le suivant. Digital technology has changed our lives, but we spend hours on our smartphones, and this can be a problem. However, making small changes in our habits can have benefits. To improve your digital health, you first need to understand more about your personal technology use. Our application provides a daily view of how frequently you check your phone and use different applications. This information allows you to make healthy decisions about how much to use digital technology. La question posée est « What is the purpose of this application ?» et les réponses possibles sont « To encourage you to eat healthier food, to lock personal gadgets during work, to help manage technology time, et to solve common computer problems ». Dans cet exemple, certains mots du texte sont repris dans les réponses, mais soit de façon trop fréquente pour constituer un indice, le champ lexical de technology est repris dans 3 des réponses, gadgets, technology et computer, soit comme distracteur. Health se trouve dans le texte, mais également dans la première réponse qui est fausse. À nouveau, seule une réelle compréhension du document et des réponses proposées permet de choisir la réponse correcte. Les exemples mis à disposition dans la présentation disponible sur Eduscol nous permettent de dégager des stratégies de travail afin d'aider les élèves à progresser. Vous pourrez retrouver l'ensemble des méthodes que je vais maintenant exposer, explicitées de façon détaillée dans la vidéo que j'ai réalisée, intitulée « Stratégie transférable en compréhension écrite » en flashant le QR code disponible à l'écran ou en cliquant sur le lien en description. Il convient pour commencer de cibler le type d'information que les élèves devront être à même d'extraire et de comprendre d'un texte. Sur la grille extraite du bulletin officiel qui évalue la compréhension, il est intéressant d'observer que toute mention d'informations implicites n'apparaît qu'au niveau B2, ce qui signifie qu'au niveau A2, par rapport auquel on positionne les élèves grâce à Evalang, ou même B1, exigible en fin de cycle 4 sur 2 activités langagières, les élèves ne devront repérer que des informations explicites. Ceci ne signifie bien évidemment pas qu'il faut évacuer tout élément implicite lors du travail de compréhension de l'écrit en classe, mais qu'il s'agira de se concentrer sur l'autonomisation des élèves sur les éléments explicites, soit les réponses aux questions « Who are the characters ?», « Where does the scene take place ?», « When is it set ?», et « What happens ?». Il est cependant proscrit de poser directement ces questions aux élèves, ce qui ne constituerait à nouveau qu'une vérification de la compréhension et non un entraînement à celle-ci. On leur fera donc, dans le but d'accéder aux dites informations, opérer des repérages. Cette démarche n'est en rien différente de celle utilisée habituellement en classe en réception de l'écrit. Après une anticipation, les élèves sont invités à repérer une succession d'étapes enchaînant repérage, émission d'hypothèses et confirmation ou infirmation de celle-ci dans une démarche d'accès au sens. Le problème rencontré par les élèves dans le cas d'une contextualisation faible, comme c'est le cas pour Evalang, c'est qu'ils n'ont pas accès à des connaissances que pourrait leur apporter une potentielle anticipation et qu'il ne pourra y avoir confirmation ou infirmation par d'autres des hypothèses qu'ils auront échafaudées, car il n'y aura pas de négociation du sens. Il apparaît ainsi que la phase de repérage est cruciale, car c'est elle seule qui permettra aux élèves d'élaborer des hypothèses de compréhension. Il sera donc nécessaire d'acculturer inlassablement les élèves aux repérages qui peuvent leur donner accès aux informations permettant la compréhension de l'explicite présent dans un quelconque document.
Pour who, on invitera les élèves à repérer les noms propres grâce à leur majuscule initiale, ainsi que les pronoms et les possessifs qui constituent un ensemble lexical fermé, c'est-à-dire un groupe de mots figés sans nouvelle addition possible. Et enfin, les mots désignant des relations familiales qui, s'ils ne font pas partie d'un groupe fermé au sens strict, participent tout de même d'un ensemble lexical restreint. Pour where, les noms propres désignant des lieux seront eux aussi repérables par la majuscule qui les débute, avec l'indice additionnel d'une préposition de lieu les précédant. Les prépositions de lieu seront justement elles aussi très utiles, tout comme les adverbes de lieu, car ils forment tous deux des ensembles lexicaux restreints. Enfin, les mesures de distance, repérables aux unités, notamment impériales, pourront apporter aux élèves de précieuses informations sur la localisation de la scène. Pour when, les dates et les heures, repérables au nombre qui les compose, ainsi qu'aux ensembles lexicaux fermés que constituent les jours et les mois de l'année, le groupe restreint des mesures de temps, l'ensemble fermé des saisons, les adverbes de temps, ainsi que la morphologie des formes verbales. Enfin, pour what, les mots répétés seront signes d'une importance particulière et donc probablement du sujet général du document, et les verbes, localisables de par leur proximité immédiate au sujet de la phrase, lui-même déterminé grâce au repérage exposé pour répondre à la question who, renseignent sur les actions entreprises dans le document. Si les stratégies de travail mentionnées jusqu'ici se révéleront payantes pour faire progresser les élèves, il sera également nécessaire d'entreprendre au quotidien un travail permettant aux élèves d'acquérir des automatismes en réception écrite. Il s'agira ainsi de mentionner les points suivants au passage, de façon incidente, sans aucunement y consacrer l'intégralité d'un cours. C'est la force de l'habitude qui créera l'automatisme chez les élèves et les rendra compétents, leur permettant ainsi de progresser. Il sera tout d'abord utile, dès que l'occasion se présente, de travailler la décomposition des mots en mettant en évidence pour les élèves les 3 mécanismes de création de mots nouveaux. L'affixation, qui consiste à rajouter des affixes, c'est-à-dire des préfixes ou des suffixes, à une racine. La composition, qui joint 2 racines. Et la fusion, qui accole le début d'une racine à la fin d'une seconde pour créer un mot valise ou portmanteau word en anglais. Il conviendra également de dégager, quand cela est opportun et le plus fréquemment possible, en réactivant probablement des connaissances balayées au cours de séances précédentes, des invariants lexicaux. Cela passera notamment par une accentuation des caractéristiques stables des affixes qui présentent parfois des similitudes avec le sens du mot autonome dont ils sont issus. Over signifiant par-dessus, il n'est pas étonnant que le préfixe over implique lui une idée de dépassement, de trop. De même, miss indique quelque chose de raté ou manqué qui se retrouve très facilement dans mistake, misprint, misunderstanding, etc. Full signifie plein et sous forme de suffixe implique ainsi la présence, le fait qu'une caractéristique soit représentée. Respectful signifie que le respect est bel et bien présent et donc que quelqu'un est respectueux. Certains affixes présentent un sens figé toujours identique qu'il sera bon d'identifier pour les élèves. Le célèbre préfixe a privatif et ses variantes ab et an, et les suffixes construisant un nom abstrait comme été, assez, meant, ism, hood et ness, que l'on peut gloser en le fait de, par exemple motherhood, le fait d'être mère, la maternité, et togetherness, le fait d'être ensemble, l'unité, la solidarité. Enfin, sans s'engager dans une étymologie trop technique, il pourra être profitable de pointer des équivalences entre des racines grecques et leurs équivalents latins. Sympathetic et compassionate ont en définitive la même signification, car le préfixe sum grec équivaut au cum latin et que le pathos grec correspond au pâturé latin. Il s'agira également de mettre en évidence aux élèves les similitudes de l'anglais avec le français. On lit souvent à ce propos qu'environ 70% du vocabulaire utilisé en anglais proviendrait du français. Candle sera par exemple traduite avec profit par chandelle en sus de bougie et castle sera rapproché de castelet au-delà de sa traduction par château. Il sera enfin important de dépasser l'échelle du mot pour travailler plus largement sur le contexte que fournissent des phrases ou un document dans son ensemble.
À cet effet, on pourra faire repérer des relations d'équivalence, qu'elles soient matérialisées par un signe de ponctuation, comme les 2 points, les parenthèses, les tirets, ou par des mots de liaison comme that is to say, in other words, i.e., viz, ou encore par la présence d'exemples qui permettent de déduire l'hyperonyme, c'est-à-dire le mot symbolisant la catégorie globale. Dans I like sapphires, rubies and other gems, même si la signification de gems est opaque, elle peut être retrouvée grâce aux 2 exemples donnés qui sont, eux, connus. Les indices connus seront pointés aux élèves fructueusement, qu'ils soient visuels, comme une image ou un graphique associé au document, ou qu'ils soient constitués de mots connus et ou transparents, présents dans la même phrase ou les phrases environnantes. Toujours dans ce contexte immédiat ou élargi, il sera judicieux de pointer aux élèves les indices spatio-temporels qui permettent de déduire le sens d'un mot inconnu. A cowslip, une primevère en français, deviendra compréhensible globalement comme étant une fleur si l'on repère dans le document où le mot est présent les mentions du printemps, d'un champ et de quelque chose de joli sur le sol que l'on peut ramasser. Enfin, les invariants de sens des prépositions et des particules, s'ils ne sont pas exploitables directement en l'état, fourniront aux élèves des indices précieux et devront donc être réaffirmés dès que possible. Si nombreux sont les élèves qui saisissent que from indique une provenance, on pourra également pointer que off implique littéralement un détachement, comme dans cut off someone's head, qui implique que la tête se détache du corps, ou the plane is taken off, qui montre l'avion se décollant physiquement du sol, ou encore dans l'opposition on-off, où la préposition impliquait de détacher l'interrupteur de la borne sur laquelle il faisait contact. De même, si up est connu pour signifier vers le haut, il sera bon de mentionner, si c'est le cas dans le document étudié, qu'il exprime également une idée de complétude. Eat up ne veut pas seulement dire mange, mais finis ton assiette. Passons maintenant à la réception de l'oral pour laquelle, nous le verrons, il sera pertinent de renforcer l'entraînement des élèves à la discrimination et à la reconnaissance auditive. Observons tout d'abord quelques exemples d'items Evalang en réception de l'oral, toujours tirés de la présentation interactive disponible sur Eduscol. Dans cet item, le document support ainsi que les réponses sont des extraits audio. Écoutons-les. What time does the film start? At 10 o'clock. About 2 hours. In the afternoon. Until very late. Seule la première proposition est correcte, car elle seule répond exactement à la question posée. Au contraire de l'item précédent, seul le document support est ici composé d'un extrait audio que nous allons écouter. Good morning, Mrs. Smith. Dr. Peterson speaking. I'm calling to let you know I won't be able to see you this morning. Could you please call me today to make another appointment? Thank you. Goodbye. À la question « What does Mrs. Smith have to do ?», les élèves ne pourront répondre que « Ring Mr. Peterson back ». Les 3 autres réponses « Leave the hospital today »,« Cancel her appointment » et « Go to a different doctor » étant des distracteurs. Écoutons le document support. Thanks for being in the studio today, Aileen. I think our listeners know a lot about your music. But can you tell us about you, the artist behind the songs? Well, I'm 23, but I still live at home. I guess because I'm a family person. My mum and dad are a great support. And then there's my sister, Deirdre. She's younger, so of course she's really annoying. No, just kidding. She's like my best friend. Love you, Dee. Seule la première proposition, She gets on well with her sister, répond correctement à la question What do we learn about Aileen? Les 3 autres, She wants to have her own home, She started a band with her friends et She works for a recording studio, étant des suggestions qui ne correspondent pas à ce qui est entendu. Cet item évalue clairement un niveau situé au-delà de A2 et, comme tout à l'heure en compréhension de l'écrit, utilise comme potentiel distracteur des mots bien présents dans l'enregistrement. Home, prononcé dans I still live at home,
friends dans She's Like My Best Friend et studio dans Thanks for being in the studio today, Aileen. Vous avez pu le constater, et je vous l'ai déjà expliqué, les supports proposés sont destinés à la vérification pure de la compréhension. Cela ne signifie pourtant pas en classe qu'il s'agit de remettre entièrement en question la façon d'aborder un document oral en réception, tel que je vous l'avais exposé dans une vidéo précédente que vous retrouverez en flashant le QR code disponible à l'écran ou en cliquant sur le lien disponible en description. On s'assurera toutefois de renforcer certaines parties de la méthodologie proposée afin d'outiller les élèves pour le test et plus généralement pour une meilleure compréhension de documents oraux. Dans leur article intitulé « La compréhension de l'oral, un processus et un comportement », Marie-Josée Grémaud et Henri Olek font état de l'existence de 2 modèles psycholinguistiques concurrents mis en branle par l'auditeur lors du processus de compréhension orale. Dans le modèle onomasiologique, celui-ci émet des hypothèses, certes par rapport à ce qui est entendu, ce sont les hypothèses d'écoute, mais également à partir de connaissances acquises hors écoute. Ces hypothèses peuvent être sémantiques, c'est-à-dire qu'elles sont échafaudées à partir d'une anticipation par exemple, ou même pragmatiques, c'est-à-dire qu'elles reposent sur la façon dont le monde et la réalité fonctionnent habituellement. Ces hypothèses, à mesure, sont confirmées ou infirmées grâce à la prise d'indices extraits de ce qui est écouté. Dans le cas d'une contextualisation faible, le fonctionnement de ce modèle, sur lequel repose habituellement le travail de réception de l'oral mené en classe, est assez affaibli, car il est impossible pour les élèves d'échafauder des hypothèses sémantiques. Ce n'est pas à dire que cette façon de travailler doit être abandonnée, bien au contraire, mais qu'il sera également pertinent d'entraîner les élèves aux processus mentaux décrits par le second modèle, dit sémasiologique, qui consiste à discriminer des phonèmes au sein de la chaîne parlée, à segmenter celle-ci pour grouper ces phonèmes, et à interpréter, c'est-à-dire faire sens de ces segments de chaîne parlée. La démarche traditionnelle d'accès au sens d'un document en réception de l'oral se trouvant amputée dans le cadre d'Evalang d'un certain nombre d'étapes clés, il conviendra ainsi en classe, en plus du travail réalisé habituellement, de renforcer l'entraînement des élèves aux compétences orthoépiques, c'est-à-dire de les familiariser activement à ce que Pierre Léon définit comme les règles de la prononciation par rapport aux règles graphiques et les lois phonétiques qui gouvernent le système phonique d'une langue. Pour ce faire, Alain Diana, dans son article « Enseigner l'écoute, phonétique, phonologie et compréhension du discours spontané en anglais », préconise de ne pas négliger les activités de post-écoute, en étudiant en classe des fragments très courts de discours spontanés, longs d'1 à 2 secondes, extraits des documents dont le sens a d'abord été élucidé en grand groupe de façon habituelle, en prolongeant ensuite ce travail à la maison. Diana recommande une succession d'étapes simples et rapides. Demander aux élèves de retranscrire l'extrait étudié à l'aide de plusieurs écoutes. Il ne s'agit plus ici de se limiter à 3 écoutes, mais bien de faire écouter l'extrait à de multiples reprises. À la suite de cela, dévoiler la transcription correcte de l'extrait afin que les élèves puissent la comparer à leurs propositions. Diana invite ensuite à étudier la dynamique accentuelle du court extrait selon le processus de la Window on Speech de Richard Caldwell dont il reprend les travaux. Pour expliciter cette étape, il est nécessaire de rappeler que l'anglais est dit « a stress-time language », c'est-à-dire qu'il comporte tout d'abord une succession de syllabes accentuées et non accentuées et que de surcroît, le temps qui sépare 2 syllabes accentuées est à peu près toujours identique. Ces données de départ permettent ainsi de mieux rendre compte et de rendre plus aisée la compréhension par les élèves de la dynamique accentuelle d'un extrait. Diana donne plusieurs exemples. Pris isolément, le mot association contient 2 syllabes accentuées, mais dans le fragment In association with the Green Party, seule l'une de ces syllabes est accentuée, alors que dans les 3 exemples suivants, But it was opposed by the British Medical Association, The association is looking for another candidate, et It was done in association with the Sports Council, aucune des syllabes du mot n'est accentuée.
Au vu de l'isochronie que présente l'anglais, c'est-à-dire du respect de la relative constance du rythme entre deux syllabes accentuées que nous avons expliqué tout à l'heure, certains groupes de syllabes non accentuées sont comprimés et forment donc des squeeze zones. Sensibiliser les élèves à ces phénomènes du discours spontané et, comme nous allons le voir, leur demander de les reproduire promouvra chez eux une meilleure discrimination auditive et par conséquent une meilleure compréhension de l'oral. Voici un exemple de fragment court extrait du film d'animation Shrek qui pourra être étudié en classe en post-écoute. But she had an enchantment upon her of a fearful sort. Une window on speech rendant compte de cet extrait ressemblerait à celle-ci et l'on pourrait facilement la faire réaliser à des élèves en leur distribuant le tableau vide à compléter et en leur signalant de fait la squeeze zone entre les deux syllabes accentuées chant et fear. But she had an enchantment upon her of a fearful sort. Diana invite ensuite, toujours dans le but de mener l'étude de l'orthoépie d'un fragment court avec les élèves, à se concentrer sur un phénomène phonologique présent dans l'extrait. Je vous invite à consulter à nouveau la vidéo que j'ai réalisée à propos de l'activité de compréhension de l'oral signalée précédemment, qui comporte un rappel à propos de certains phénomènes phonologiques, l'assimilation, l'élision, la réduction et la resyllabification. Toujours à propos de l'exemple extrait de Shrek, on peut constater que chacun des phonèmes du mot « un » est redistribué sur les mots adjacents, afin de créer des syllabes plus classiques qui respectent une alternance consonne-voyelle. But she had an enchantment upon her of a fearful sort. But she had an enchantment upon her of a fearful sort. On demandera ensuite aux élèves d'opérer, en autonomie, le prolongement de l'étude du fragment réalisé avec eux en classe. Tout d'abord en leur demandant une reproduction de l'extrait à vitesse naturelle qui tiendra compte du rythme de l'extrait et des phénomènes phonologiques élucidés. Il sera enfin judicieux de mettre à disposition l'intégralité du script et de l'enregistrement du document étudié en classe en compréhension de l'oral afin que les élèves puissent s'imprégner de la correspondance graphiphonie et, s'ils le souhaitent, réécouter des passages qui leur auraient paru problématiques. Il est bon de rappeler, pour cette partie du travail à réaliser en autonomie, tout l'intérêt des outils numériques. L'enregistrement d'un extrait du document pourra être envoyé au professeur par l'intermédiaire de l'ENT ou du LMS utilisé au quotidien, et l'un de ces mêmes outils permettra la consultation autonome du script et de l'enregistrement du document. Comme dans le cas de la compréhension de l'écrit, il sera nécessaire d'entreprendre de façon incidente un entraînement de tous les instants à des aspects pertinents des compétences orales afin de promouvoir chez les élèves la formation d'automatisme. Je reproduirai ici le contenu de la vidéo traitant des stratégies de réception de l'oral. Si vous avez déjà connaissance des informations qui y figurent, je vous invite à passer directement à la section de cette vidéo consacrée à la grammaire et au lexique grâce aux informations de chapitrage disponibles en description. Le premier entraînement qui peut être réalisé est celui du lien graphiphonie et ce dans les deux sens. Pour un son, quelles sont les orthographes possibles ? Le son I ne pose certes pas vraiment problème, le son A en revanche, à tout le moins dans le cas d'un accent américain, est bien moins évident. Réciproquement, on examinera pour une orthographe donnée quels sons sont possibles. On peut à nouveau citer ici comme exemple la prononciation des flexions S et ED, ainsi que la règle du Magic E qui change la nature de la voyelle dans des clusters de type voyelle-consonne suivi d'un E. Ce travail sur le lien graphiphonie pourra également être réalisé à l'examen des rimes en poésie, même avec des poèmes très simples comme les limericks. Des règles simples peuvent être, au cours de ces divers travaux, dégagées avec les élèves, peut-être à consigner sur une page en fin de cahier pour pouvoir s'y référer régulièrement. En autonomie, il peut également être très profitable pour les élèves de regarder films et séries en VO, sous-titrés VO pour malentendants. Le gros de la compréhension étant assuré par l'image, les élèves s'imprègnent au passage du lien graphiphonie grâce à des sous-titres fidèles au dialogue entendu. Pour travailler l'accent de mots, on pourra s'employer à traiter les mots transparents qui, en réalité, le sont à l'écrit mais absolument pas à l'oral.
Les élèves ont donc tendance à les prononcer de façon erronée, similairement à ce qu'ils auraient fait en L1. Des activités de répétition individuelle et ou chorale sont certes possibles, mais il est absolument nécessaire de se détacher de l'écrit pour produire, entre autres, un schéma accentuel correct, sans quoi la prononciation reste erronée pour beaucoup. Pour contrer ce recours à l'écrit, il conviendra de transcrire le mot d'abord en alphabet phonétique international, sans l'écrire en anglais, et de passer par l'une de ces deux activités. Le backward building, qui consiste à gommer le sens du mot connu en commençant à le répéter par la fin, afin de se concentrer uniquement sur sa prononciation. On fera donc répéter successivement call, jickle, logical, illogical, biological, ou bien le battement des syllabes accentuées dans les mains ou sur la table qui a le même effet. Il permet de se concentrer uniquement sur le rythme en occultant temporairement le sens du mot. Le signalement de la réduction des syllabes inaccentuées en E ou E pourra d'ailleurs être combiné avec le battement de l'accent pour des résultats encore plus proches de l'authenticité. On pourra également étudier les suffixes forts qui induisent un déplacement de l'accent tonique et les suffixes faibles qui ne provoquent pas de déplacement dans le cadre de la dérivation à partir d'une racine, analyse que l'on pourra coupler au travail lexical de tous les jours sur la décomposition des mots. Pour aborder l'accent de phrase, il sera utile de montrer aux élèves comment le déterminer grâce à l'étude de la règle du last lexical item, l'accent portant très souvent sur l'information nouvelle, traditionnellement située en position rématique, c'est-à-dire en fin de phrase, selon l'ordre canonique thème-rème. L'accent peut pourtant porter sur d'autres mots lorsqu'une information contrastive est donnée. Il sera pertinent d'y sensibiliser les élèves et de leur demander de matérialiser cet accent contrastif lors de débats dans le cadre d'une réaction à ce qui a été dit précédemment. On pourra également gloser les effets de sens possibles en faisant poser la WH question correspondant au mot accentué dans une phrase. Au niveau de la phrase, toujours, l'étude de certaines réductions bien connues, les formes faibles de mots grammaticaux notamment, seront étudiées avec profit dans des contextes adaptés. Les formes faibles des modos de probabilité pourront être abordées lors d'une enquête policière, She might have been killed in the living room par exemple, celle de will ou be going to dans une séquence sur ce que l'on souhaite faire plus tard, When I'm older, I will work as a doctor, etc. Enfin, pour aborder le schéma intonatif, il sera intéressant d'entraîner les élèves au repérage des 4 intonations existantes en anglais, rise, fall rise et rise fall, pour transmettre du sens. Dans ce contexte, l'utilisation de documents à contenu subjectif ou émotionnel fort s'imposera pour pouvoir y puiser une variété d'intonations. Après leur repérage, on entraînera les élèves à la reproduction des intonations découvertes. Passons enfin aux compétences linguistiques, nommément la grammaire et le lexique, pour lesquelles il sera pertinent de redéfinir la place au cours de la séance de classe. Mais commençons tout d'abord par quelques exemples d'items proposés au test, toujours issus de la présentation interactive disponible sur Eduscol. Le choix entre Emily, I'm drinking, cleaning, sitting ou cooking dinner vérifie la connaissance de la colocation cook dinner, c'est-à-dire de 2 mots très souvent localisés, comme l'indique la racine location, l'un avec l'autre, tel que le signale le préfixe co, issu du latin cum signifiant avec. Les connaissances testées ici sont purement lexicales. Le choix entre notebook, bracelet, perfume et jumper, alors qu'il est précisé que Natalie likes jewelry, vérifie la connaissance d'un champ lexical où jewelry est même l'hyperonyme, c'est-à-dire le nom de la catégorie dont fait partie l'occurrence, également appelée hyponyme, bracelet. Enfin, le choix de fallen dans Have you ever fell, fall, fallen ou falling in love opère une vérification purement grammaticale impliquant la connaissance de l'unique forme verbale pouvant intervenir après l'auxiliaire have pour former la structure traduisant l'aspect perfect, nommément le participe passé VEN. L'approche actionnelle bannit une étude décontextualisée de la langue, ce qui implique donc de ne pouvoir traiter ses composantes, comme la grammaire et le lexique, lors de séances qui leur seraient purement dédiées.
Ainsi, il est exclu d'opérer en classe en demandant aux élèves la réalisation d'exercices impliquant l'utilisation de règles de grammaire données ex nihilo ou bien l'apprentissage de listes de vocabulaire données a priori. Cela n'implique pas pour autant, comme on peut parfois l'entendre ça et là, que le travail de ces compétences linguistiques ne saurait exister et être matérialisé explicitement dans la séance, car les élèves n'ont pas la science infuse et que c'est bien l'une des missions du professeur que de les aider à progresser également dans ces domaines. Le déroulé de séance proposé dans ce schéma est celui que j'explicite étape par étape dans la vidéo que j'ai réalisée récemment sur l'élaboration de la trace écrite, que vous pourrez consulter en flashant le QR code affiché à l'écran ou en cliquant sur le lien disponible en description. Les étapes de ce déroulé pertinentes pour un travail sur les compétences linguistiques sont, pour le lexique, la phase de correction et d'enrichissement intervenant après la récapitulation du débat de l'accès au sens, et, pour la grammaire, la phase de PRL conceptualisation qui a vocation à se dérouler peu avant la fin de séance. Si j'explicite dans la vidéo sur la trace écrite comment mener en classe ces deux étapes de façon très détaillée, il est pertinent pour cette vidéo de renforcer le travail entrepris dans la séance en se situant en amont puis en aval de celle-ci. En amont tout d'abord, car une trace écrite riche et donc une exposition des élèves à une langue plus complexe et variée qui favorise leur progrès linguistique est avant tout le résultat d'une planification minutieuse. Il s'agit ici de vous proposer de façon concrète des outils disponibles en l'état et avec toutes leurs imperfections par l'intermédiaire des QR codes affichés en haut à droite de l'écran. Comme de coutume, vous aurez également accès aux liens directs vers les mêmes outils dans la description de la vidéo. En planifiant sa séance et la trace écrite qui en résultera, le professeur se devra de choisir le lexique à injecter en fonction du niveau CE-CRL des élèves afin de les outiller avec du vocabulaire en adéquation avec le niveau visé pour eux. Pour ce faire, le English Vocabulary Profile, un outil en ligne, ou la liste Excel de mots fournis par le Kelly Project, que l'on peut en quelques clics filtrer et trier, se révéleront des outils précieux. S'il s'agit de trouver l'inspiration quant au lexique à faire figurer en trace écrite, le Scale Engine, un concordancier, sera très utile pour diversifier et ou complexifier le lexique proposé. Pour la grammaire, les repères de progressivité linguistique anglais pour les cycles 3 et 4 existent bien sûr sur Eduscol, mais l'on pourra consulter avec profit l'outil English Grammar Profile, disponible en ligne ou sous la forme d'un fichier Excel, qui liste, comme pour le lexique, les structures grammaticales adéquates à un niveau CE-CRL. Enfin, de vieux ouvrages comme le Threshold 1990, obéissant à une logique notionnelle fonctionnelle aujourd'hui dépassée dans l'enseignement des langues, seront utiles pour se pousser à diversifier les structures grammaticales à travailler en classe, car ils entreprenaient de lister l'intégralité des structures relevant de chaque fonction du langage. Une fois la trace écrite minutieusement prévue, il sera utile de vérifier, à l'aide d'un copier-coller dans l'outil Text Inspector, que celle-ci correspond bien au niveau attendu, c'est-à-dire que la majorité des mots qui y sont contenus correspond au niveau visé pour les élèves, en allouant toutefois une petite part des mots à un niveau supérieur, formant ainsi pour les élèves une zone proximale de développement leur permettant de progresser. En aval de la séance, il s'agira de créer les conditions les plus favorables à la mémorisation par les élèves. Dans ce but, les sciences cognitives sont éclairantes et ont permis de dégager des techniques de mémorisation favorisant la rétention d'éléments, notamment lexicaux. La première est la mémorisation à rythme expansé, qui indique que l'apprentissage sera plus durable si les connaissances sont réactivées plusieurs fois avec un intervalle de temps toujours croissant comme le montre le schéma affiché à l'écran. Pour mettre en œuvre cette technique, un outil de flashcards comportant un module de révision de type Quizlet sera un atout précieux. Lors de son intervention à la conférence de consensus du CNESCO sur l'enseignement des langues vivantes à l'école en France, Heather Hilton, professeure des universités en linguistique appliquée, a préconisé les associations suivantes. Les mots concrets de la langue apprise peuvent être symbolisés par une image,
Pour les mots abstraits, on pourra proposer une traduction. Pour les mots à sémantisme auditif comme éternuer, tousser, etc., on proposera un son. Et pour les mots évoquant des émotions, on demandera aux élèves d'y associer des images parlantes faisant appel à un souvenir. Le module d'apprentissage, appelé mode Learn dans Quizlet, permettra de présenter tout d'abord les mots en reconnaissance passive, puis de demander leur production aux élèves grâce à une entrée au clavier, et s'assurera enfin d'une réactivation régulière en rebrassant davantage les mots qui ont occasionné des réponses fausses que ceux pour lesquels l'élève a montré un fort taux de réussite. Il est possible d'envisager de connecter, si l'établissement en dispose, une tablette au compte de la classe dans lequel seront enregistrés les flashcards et de demander à un élève, en fin de cours, de créer la liste de mots qui sera ensuite utilisée par tous. Il faudra, en revanche, qu'il lui soit possible de récupérer la trace écrite qu'il n'a pu copier, sur son ENT par exemple. La seconde technique apportée par les sciences cognitives dans le but de favoriser la mémorisation est celle de la mémorisation active, qui peut être mise en œuvre avec l'outil MindMap Ninja ou tout autre outil permettant la réalisation de cartes heuristiques, également appelées cartes mentales. Il a, en effet, été prouvé que de demander aux élèves de créer leur propre mind map avec le lexique présent dans une ou plusieurs traces écrites leur permettrait d'opérer une catégorisation et une classification et exigeait ainsi des élèves qu'ils créent leur propre lien entre les items lexicaux à mémoriser. Le but est ainsi de mettre le cerveau des élèves en activité autour du lexique à apprendre en le manipulant, et il ne s'agira donc aucunement de juger du résultat de la carte mentale produite par chacun des élèves. Toute action permettant la maximisation de l'exposition des élèves à la langue sera également bienvenue pour favoriser la mémorisation, aussi bien dans la classe, grâce à un enseignement explicite qui ne se contentera pas de mettre les élèves en présence de nouveaux items lexicaux, mais qui les commentera activement, comme je vous l'ai conseillé plus tôt dans cette vidéo, en envisageant leur décomposition ou leur dérivation, en les replaçant dans une famille de mots plus large, etc., qu'en dehors de la classe, grâce à la lecture extensive, les readers s'adressant à des lecteurs à un niveau CE-CRL précis peuvent être un point d'entrée et permettent ensuite de diversifier les lectures vers la littérature jeunesse issue des pays de l'ère anglophone et l'écoute extensive de films et de séries en version originale bien entendu. Il peut s'avérer utile et même parfois nécessaire d'opérer en début de cours de petits contrôles de connaissances. Si ceux-ci donnent lieu à notation, on veillera, comme le recommande l'inspection générale dans le guide de l'évaluation des apprentissages paru en 2021 dans le cadre de la réforme du lycée, à retrouver en flashant le QR code ou en cliquant sur le lien en description, à ce que la pondération soit adéquate et n'éclipse pas les productions finales qui attestent, elles, d'un réel niveau de compétence des élèves. Si le contrôle se fait à l'oral, il sera possible de demander à l'élève ou aux élèves interrogés de restituer le contenu de la trace écrite par cœur, afin de promouvoir une mémorisation exacte des items lexicaux et grammaticaux inclus dans la trace écrite. On pourra également exiger des élèves qu'ils répondent aux questions du professeur, qu'il sera nécessaire qu'ils comprennent, ou aux questions d'un ou plusieurs camarades si c'est l'habitude prise par la classe. À l'écrit, on pourra proposer tout type de vérification tirée d'un exerciceur, des QCM certes, mais également des exercices de mix and match, des mots croisés, etc. Il pourra également être demandé aux élèves de traduire des items lexicaux inclus dans la trace écrite dans le sens de la version, ce qui vérifie la reconnaissance et la compréhension du lexique, ou du thème, ce qui va dans le sens d'une production de ces items lexicaux. On pourra enfin leur en demander des synonymes, là aussi en reconnaissance, en donnant le mot inclus dans la leçon et en demandant de trouver un synonyme plus évident, ou en production, en donnant un synonyme simple et en demandant de produire le mot nouveau inclus dans la leçon. Enfin, la vérification de l'apprentissage, notamment d'items lexicaux, pourra se faire dans le cadre plus informel d'activités ludiques, menées avec des outils numériques comme Quizlet, Kahoot ou encore Plickers et beaucoup d'autres, mais également dans le cadre de jeux débranchés comme le morpion où, avant d'être autorisé à placer a not or a cross dans la grille, l'élève devra répondre à la question de vocabulaire présente sur la case qui l'intéresse.
Il y a bien entendu de multiples idées et possibilités de jeux lexicaux disponibles sur internet et je suis persuadé que vous en connaissez également de nombreuses autres. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un éclairage sur les diverses façons d'entraîner utilement les élèves aux compétences couvertes par le test de positionnement EVA-Langue 3e en orientant le processus d'enseignement pour prendre en compte la contextualisation faible qui le caractérise. J'aurai plaisir à vous retrouver pour d'autres vidéos. Au revoir et à bientôt.